Bonsoir. Dans l'actualité, cette mauvaise pioche de l'État du Sénégal, si l'on en croit la Banque mondiale, la société chinoise en contrat commercial avec le Sénégal pour la construction de l'autoroute Thiès-Touba est sur liste noire pour corruption. L'Université de Dakar, les étudiants désapprouvent l'augmentation des frais d'inscription. La faculté de médecine observe déjà une grève illimitée. Les ex-travailleurs de la SIAS se privent de nourriture depuis 6 jours. Une grève de la faim pour réclamer des primes et autres indemnités. Et puis, coupure d'eau à Dakar. Le retour à la normale est imminent. La 4e pompe a été mise en marche tôt ce matin. Mali, les corps des journalistes de RFI rapatriés ce lundi. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été capturés puis assassinés à Kidal le 2 novembre dernier. La loupe ce soir sur les différents risques auxquels s'exposent les reporters en zone de guerre. Le procès de l'ancien régisseur de la maison d'arrêt de correction de Thiès. Le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement ferme délibéré prévu le 26 novembre prochain. Badafal est poursuivi pour escroquerie, association de malfaiteurs et corruption. L'audience spéciale a pris fin en fin de journée. Le brouillard sur le projet de construction d'une autoroute Thiès-Touba, le nom de la société chinoise en contrat commercial avec l'État, n'a pas bonne presse à l'échelle internationale. Le département anticorruption de la Banque mondiale a déjà épinglé la compagnie chinoise de communication et de construction, justement dans un projet de construction d'une route aux Philippines. L'entreprise sur liste noire de l'institution financière internationale. Le récit de Dissa Prera. China Road and Bridge Corporation est la société chinoise avec laquelle l'État du Sénégal a signé un contrat commercial pour, dit-on, dans un communiqué du ministère des Infrastructures, sécuriser les fonds dans l'affaire de la construction de l'autoroute Thiès-Touba. Mais il se trouve que la China Road and Bridge Corporation figure à la 21e place sur une liste noire des entreprises ciblées pour corruption et fraude par la Banque mondiale. Dans le site de la Banque mondiale où nous avons fait un tour, il est clairement noté que China Communication Construction, successeur et associé de China Road and Bridge Corporation, domicilié au numéro 85 de Shenmenwei Street à Beijing en Chine, se trouve à la 21e place de la liste des entreprises épinglées pour fraude et corruption par la Banque mondiale. On peut lire dans le site du département anticorruption de la Banque mondiale que le 14 janvier 2009, 7 entreprises chinoises sont sanctionnées suite à des soupçons de conspiration pour s'entendre sur des appels d'offres dans des projets routiers aux Philippines. Autre révélation du site du département anticorruption est relative au versement de pots de vin d'un montant de 1,76 million de dollars à Arafat Rahman, fils d'un ancien premier ministre du Bangladesh. Pots de vin versés par la société China Harbour Engineering, une filiale de la China Communication Construction. C'est pourquoi la Banque mondiale a affirmé en 2011 que cette société chinoise et toutes ses filiales sont inéligibles pour participer au marché financier par celle-ci. Pour le financement de projets structurants, des entreprises s'étaient engagées à accompagner l'État du Sénégal dans la recherche de fonds sous forme de prêts concessionnels au taux de 2% sur une durée de 20 ans avec une période de grâce de 4 ans. Un prêt qui serait contracté auprès de Exim Bank Chine. Aussi, le ministère des Infrastructures sollicitait une autorisation de passer un marché par entente directe concernant l'autoroute Thiès-Touba. Par décision, l'Agence de régulation des marchés publics a refusé cette procédure mais a autorisé par contre la signature d'un contrat commercial tout en insistant auprès de la partie sénégalaise de lui adresser une demande d'autorisation d'entente directe au moment de la conclusion du marché. Déjà, le Forum civil dénonçait autour de cette affaire une surfacturation à hauteur de 100 milliards de francs CFA avant les précisions de l'ARMP qui parle plutôt de contrat commercial, ce qu'il en est à l'heure actuelle. Pas d'inscription à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est le mot d'ordre du collectif des amicales, une façon de matérialiser leur désapprobation de l'augmentation des frais d'inscription. La faculté de médecine observe déjà une grève illimitée. Mardieng, Cheikh Abdou Kadir Mbakesek. Le collectif des amicales de l'UCAT en ordre de bataille, il s'est en faux contre la décision portant sur la hausse des frais d'inscription. Un boycott des inscriptions n'est pas exclu. Une seule voix et nous appelons les autres universités à nous rejoindre
également les chefs religieux et toutes les bonnes volontés du pays de nous rejoindre sur ce combat. Parce que l'étudiant lambda sénégalais ne peut pas s'inscrire à hauteur de 50 000, 60 000 ou 75 000 francs. Donc il faut que l'autorité soit raisonnable. Nous reviendrons sur ce sujet dont la bande-son malheureusement n'a pas suivi. Évacuation d'urgence à l'hôpital de 4 grévistes de la faim du lot des ex-travailleurs de la SIAS. Ils réclament des primes et autres indemnités. Le mouvement a démarré il y a de cela 6 jours. Alioune Diagne, Ibrahim Kamara. 18 ans après sa fermeture, les ex-travailleurs de la SIAS en grève de la faim. Ils réclament plusieurs points de revendication qu'ils considèrent comme leurs droits. Au 6e jour de notre grève de la faim, vous voyez, depuis mercredi, on est en grève de la faim pour réclamer le paiement des droits, des indemnités de transport, des équipements de travail, des primes de risque qui dit nettoiement du risque au gouvernement du Sénégal. Las et députés, ces anciens travailleurs de la Société industrielle d'aménagement du Sénégal n'ont que leurs yeux pour pleurer. La déception et l'amertume sont mieux partagées par ces ex-travailleurs de la SIAS. Il avait promis de payer les ex-travailleurs de la SIAS, mais hélas, Dieu a fait qu'ils sont partis. Et il y a le gouvernement récent qui est venu. On a beaucoup patienté, beaucoup attendu. Il y a des gens qui sont coulés sur le lit des hôpitaux, d'autres malades, des familles éclatées. Et vraiment, on demande que le président Macky Sall qu'il fait mieux que Abdoulaye Wade. La seule voie de recours pour entrer dans leur fonds, estimé à 1,295 milliard de francs CFA, demeure la diète qu'ils continuent d'observer. Nous revenons sur cette colère des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants de la faculté de médecine déjà en grève illimitée. Le collectif des amicales qui bloque les inscriptions pour justement dénoncer l'augmentation constatée sur les frais d'inscription. Le collectif des amicales de l'UCAD en ordre de bataille, il s'érige en faux contre la décision portant sur la hausse des frais d'inscription. Un boycott des inscriptions n'est pas exclu. Les inscriptions, nous essayons de coordonner au mouvement national et je pense que nous sommes sur la bonne lancée par rapport à ça. Parce que là déjà l'UCAD a une seule voix et nous appelons les autres universités à nous rejoindre, également les chefs religieux et toutes les bonnes volontés du pays de nous rejoindre sur ce combat parce que c'est une lutte. L'étudiant lambda sénégalais ne peut pas s'inscrire à hauteur de 50 000, 60 000 ou 75 000 francs. Donc il faut que l'autorité soit raisonnable et que nous aussi, de notre côté, qu'on propose des solutions raisonnables et ensemble, on œuvre tous pour la stabilité du pays. Ces étudiants ont fait le tour des lycées de Dakar pour parler aux élèves. Ils fustigent l'attitude du ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Par rapport à la sortie du ministre de l'enseignement supérieur, nous avons pensé qu'il a vendu le rêve à la population et qu'il a manqué de tenir un langage de vérité par rapport au problème. Les étudiants de la faculté de médecine ont décrété une grève illimitée. Outre ces revendications, ils demandent l'ouverture du campus social. Retour à la normale de l'approvisionnement en eau de la capitale sénégalaise dans les toutes prochaines heures. Les travaux à l'usine Keur Momar Sarr sont bouclés depuis hier et puis la 4e pompe justement est en marche depuis ce matin à 6h30 précisément. Voici le directeur de l'exploitation de la Sénégalaise des eaux. Donc, comme vous le dites, ces travaux ont été commandés par la SONES, réalisés par l'entreprise de Grémont et sont aujourd'hui arrivés à terme. Ça permet à la SDE de reprendre le fonctionnement de la station de Keur Momar Sarr. Nous sommes dans le processus de reprise, comme vous avez vu, et aujourd'hui elle fonctionne. Et il est prévu dans le processus de reprise, à la fin de cette matinée, d'être à 100% de la capacité de Keur Momar Sarr. Donc le sentiment, c'est un sentiment d'abord de soulagement et puis de satisfaction parce que la clientèle qui nous a beaucoup accompagnés dans cette épreuve et qui nous a supportés, en principe devrait retrouver dans les prochains jours un niveau de distribution normal si cette tendance continue, Inch'Allah. Une note d'économie avec cette restructuration des sociétés en difficulté annoncée par le directeur du Fonds souverain d'investissement stratégique, le FONSIS, qui entend s'appuyer sur une enveloppe de l'État du Sénégal, enveloppe de 6 milliards de francs CFA pour ce faire. Écoutez-le.
Donc on va lever de l'argent supplémentaire pour investir dans de nouveaux projets ou bien dans des sociétés en difficulté qu'on va essayer de restructurer en fait pour développer l'activité économique, relancer l'activité économique et créer des emplois. Comme je l'ai dit tantôt, on a 3 milliards en 2013, mais l'année 2013 a expiré, donc on va avoir au total 6 milliards en début d'année 2014, parce que l'État nous donne aussi 3 milliards en 2014. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est les actifs que l'État va transférer vers le Fonds 6, qui nous permettent par effet de levier de lever de l'argent supplémentaire et investir dans l'économie. L'État veut que le Fonds 6, à travers le Fonds 6, être actionnaire de ces projets, pour que dans la durée, quand le projet est rentable, génère de la richesse, que nous aussi on puisse en profiter, que l'État du Sénégal puisse en profiter. Donc le Fonds 6 c'est un peu un bras armé privé de l'État qui est là partenaire du privé. Plus le Fonds 6 paye des dividendes à l'État, plus l'État aura des revenus supplémentaires qui vont lui permettre éventuellement soit de baisser les impôts ou bien d'augmenter l'investissement social que l'État fait. Bourse familiale ou bien des écoles, des hôpitaux supplémentaires. Lutte contre la drogue, l'ONG 4K des États-Unis développe une nouvelle méthode, une méthode plutôt de proximité. Il s'agira de nouer des partenariats avec des organisations déjà à l'œuvre pour toucher les couches les plus vulnérables à la base. Des jeunes dans ce sens sont en formation, notamment au quartier des HLM. Maya Diallo, Fatou Kinedem. Fédérer des forces à travers des coalitions anti-drogue, une des approches de l'ONG américaine 4K. Des jeunes des HLM ont été formés dans le but de combattre ce fléau. Les HLM ne sont pas épargnés par la drogue. C'est un problème qu'il ne faut pas avoir le complexe de dénoncer. Parce que c'est devenu un fléau. Et il faut appeler le chat par le chat. C'est un fléau qu'il faut combattre. Et nous avons, avec l'appui de 4K et de Jean-Jacques Chirac, nous avons avec la coalition de la fédération des associations des HLM, nous avons sensibilisé tous les secteurs, à savoir les imams, à savoir les évêques. Nous avons sensibilisé les coxeurs, les transporteurs, il y a les gens de l'INAQUA, il y a tous les secteurs qui sont représentés. Nous n'avons négligé aucune souche sociale des HLM. Ça, c'est pour pouvoir accomplir ces objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons plus de 5000 coalitions. Donc, c'est pour... KAKA est fondé depuis 1992. Donc, on a beaucoup d'histoires avec KAKA, que ce que nous faisons, ça marche bien. Et on a beaucoup de données qui montrent que le travail que nous sommes en train de faire marche dans ces pays-là. L'implication des populations est plus que nécessaire pour mieux lutter contre la drogue. Beaucoup d'organisations au Sénégal s'engagent à éradiquer ce fléau alors que leurs moyens sont limités. Au niveau du Sénégal et peut-être dans tous les autres pays, au niveau du système même des Nations Unies, l'Office qui est de centrale de répression du trafic illicite de drogue, qui a en charge la coordination de la lutte contre les drogues, n'a pas beaucoup de moyens et il n'y a pas beaucoup d'argent qui est injecté dans la lutte contre les drogues. Et face à cette pénurie de moyens pour faire face à ce problème-là, il faut en tout cas développer des approches innovantes. Et l'une des approches innovantes qui nous permet vraiment de faire face à ça sans dépenser beaucoup d'argent, nous pensons vraiment que c'est cette approche coalition communautaire. Parce que ça permet dans un rayon de pas long, de pas grand, sur une population de maximum 160 000 personnes, de pouvoir faire ce travail-là parfois sans moyens. Selon le représentant de l'ONG, des résultats positifs ont été enregistrés en Afrique du Sud, au Kenya, au Cap-Vert et au Ghana. Une expertise que 4K compte développer au Sénégal pour un environnement sans drogue. L'association Cancer du Sénégal était ce week-end à Touba. Beaucoup de femmes de la cité souffrent en effet soit du cancer du col de l'utérus, soit du cancer du sein. Un week-end, bien entendu, ne suffira pas, mais c'est déjà aux yeux de ces malades un pas important qui vient d'ailleurs à son heure. Tal Samb, Abdoulaye Fam. Elles étaient nombreuses, les femmes de Touba, à venir répondre à l'appel de l'association Cancer du Sénégal. Cette dernière a été ce week-end dans la capitale du mouridisme dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de soutien aux femmes atteintes de cancer du sein et du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous sommes à Touba pour faire une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et accessoirement sur le cancer du col de l'utérus. Alors, le message que nous voulons faire passer auprès des femmes de Touba,
Nous les incitons à aller faire des séances de mammographie, ne serait-ce que tous les 2 ans, et aussi faire le frottis pour le cancer du col de l'utérus. Le choix de Touba pour démarrer sa campagne de sensibilisation n'est pas cependant fortuit. À en croire la présidente de l'association, le cancer, notamment le cancer du sein et du col de l'utérus, gagne sensiblement du terrain à Touba. Pourquoi le choix de Touba? Il y a beaucoup de cas malheureusement de malades. Et aujourd'hui, nous insistons sur la sensibilisation aujourd'hui à Touba pour expliquer aux femmes que c'est une maladie qu'il ne faut pas cacher. Je pense que c'est pour ça que nous sommes à Touba, pour inciter les femmes à en parler et leur expliquer qu'est-ce que c'est que le cancer et comment prévenir le cancer. A signaler que pour mieux prendre en charge les femmes atteintes de cancer, un centre de dépistage de cancer du col de l'utérus a été ouvert à Touba en début d'année. Et dans 15 jours, un autre centre de dépistage pour le cancer du sein sera également ouvert à l'hôpital d'Amatou. Ndiayen Ndiouga qui égrène ses demandes à l'occasion de la ziara annuelle de cette localité de Louga. Le Khalif a relevé l'absence d'électricité, l'enclavement, mais aussi la recrudescence des conflits fonciers. Tchernofal. Le village de Ndiayen Ndiouga se situe dans la communauté rurale de Léona, département de Louga. La cité religieuse a été créée par El Hadji Massamba Degen Ndiaye, un chef religieux. Aujourd'hui, beaucoup de choses manquent dans cette localité. Les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'enclavement de la zone et à un manque d'électricité. Le village est enclavé. Il n'y a ni plus de production, encore moins d'électricité. Donc nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Chaque année, les habitants de Ndiayen organisent une grande ziara consacrée à El Hadji Doudou Gaye Ndiaye, premier khalife de la famille. À cette occasion, son fils El Hadji Ndiouga Ndiaye a beaucoup échangé avec les paysans de la localité sur les conflits fonciers qui sont fréquents dans la zone. Il faut que cessent les conflits liés aux fonciers que nous assistons à cette période de l'année. Nous devons vivre en harmonie. Le marabout a également mis en garde les populations contre certaines pratiques faites par certains guérisseurs qui profitent des occasions pour s'enrichir sur le dos de la population. Le cancer fait des ravages dans le pays. Il appauvrit avant de tuer. Donc les charlatans qui en profitent pour en faire un gagne-pain doivent arrêter. Le village de Ndiayen Ndiouga est aussi très célèbre dans la communauté rurale de Léona grâce à l'existence d'une grande école coranique dans la localité. Les corps des journalistes de Radio France Internationale rapatriés ce lundi en France, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été capturés puis assassinés à Kidal en zone de guerre. Le danger n'épargne pas les reporters. À quoi s'exposent les journalistes et comment justement ne pas s'exposer au danger, le danger permanent bien entendu en zone de guerre. El Hadji Khalil Ndiaye, Maimouna Ndiaye. Beaucoup de journalistes perdent leur vie en couvrant des conflits, une situation que regrette ce formateur, selon qui le journaliste doit tout contrôler dans ces foyers de tension. Le journaliste est tenu de donner des informations et ces informations peuvent toucher certains intérêts. Alors, je disais que la meilleure protection, c'est également de ne pas donner de commentaires, de relater les faits et surtout de ne pas donner ses avis politiques en public. Également, dans le traitement de l'information, je pense qu'il faut éviter certains superlatifs, certains mots guerriers, certains mots qui peuvent avoir une connotation péjorative par rapport à l'un ou l'autre des cas. Il est également conseillé aux reporters de guerre plus de prudence. Il y a des positions sécuritaires qu'il faut avoir, savoir qui fréquenter, où fréquenter et ne jamais être seul, toujours avoir un contact, toujours dire à votre rédaction où vous vous situez, dans quelles conditions vous êtes. Il faut que le journaliste en zone de conflit soit journaliste.
Par exemple, ce journaliste qui s'habille en treillis ou bien qui se met en tenue militaire, il n'est plus vu comme journaliste, il est assimilé en militaire. Quelqu'un qu'on tue comme ça, on n'a pas tué un journaliste, on a tué un homme de tenue. Et donc, il faut peut-être avoir des attitudes. Eh bien oui, si vous vous habillez comme un commando, eh bien si vous allez à la guerre, si vous êtes tué, ou bien vous êtes dans un cas ou dans un autre, si vous êtes tué, on ne peut pas dire qu'on a tué un journaliste. On a tué un homme en uniforme, ou bien une femme en uniforme. N'est pas reporter de guerre qui veut. Lamine Touré insiste sur la nécessité de bien choisir les envoyés spéciaux. Il est difficile de mettre un gendarme devant chaque journaliste, parce que parfois également, derrière chaque journaliste, je veux dire, parce que le journaliste, parfois, il ne doit pas être forcément identifié pour faire son travail. Parfois, il fait son travail dans des conditions qui sont quand même des conditions assez difficiles, et où il ne doit pas forcément décliner son identité pour pouvoir l'information. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés samedi dernier après avoir été enlevés à Kidal. Ils venaient d'interviewer un responsable du MNLA. Avant eux, d'autres journalistes de RFI sont morts en zone de conflit. Il s'agit de Joan Sutton en Afghanistan en 2002 et de Jean Hélène, tué en 2003 en Côte d'Ivoire. La direction générale du groupe Futur Média a exprimé sa consternation suite à cet événement. Mamoudou Ibra Kane, administrateur général, a adressé une lettre à la directrice générale de Radio France Internationale pour justement lui dire l'affliction de l'ensemble du personnel de GFM. Retenez par ailleurs que l'enquête sur le terrain progresse. Il y a eu déjà des arrestations qui ont été signalées, une enquête ouverte aussi bien à Paris qu'à Bamako pour élucider les circonstances de cet acte, mais également mettre la main sur les auteurs. Les corps des deux reporters, je le disais, sont rapatriés aujourd'hui. C'est l'un des faits qui domine l'actualité internationale. Le récit de Fatou Bintou Conté. L'enquête progresse après la mort au Mali des deux envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre. Des arrestations ont eu lieu à Kidal et une opération est en cours depuis dimanche pour retrouver des suspects. Les autorités maliennes et françaises ont ouvert à Paris et à Bamako des enquêtes judiciaires. Les deux envoyés spéciaux de RFI ont été assassinés alors qu'ils étaient en reportage dans la région de Kidal. Leurs corps seront d'ailleurs rapatriés ce lundi après de nouvelles cérémonies. Les rebelles du M23 ont affirmé ce lundi que l'armée avait repris ses attaques à l'arme lourde contre leur dernier réduit dans les montagnes de l'Est de la République démocratique du Congo. La direction du M23, qui avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral, regrette la poursuite des attaques à l'arme lourde conduites par les forces armées de la RDC. Le procès de Mohamed Morsi, ex-président égyptien déchu par l'armée l'été dernier, s'est ouvert ce lundi après 2 heures de retard et a été ajourné moins d'1 heure plus tard. Les raisons du report d'audience, qui pourrait durer quelques heures, n'ont pas été clairement établies à ce stade. D'ailleurs, Morsi continue d'affirmer qu'il demeure le président légitime du pays. Papa Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Le chef de l'État Macky Sall inaugure l'Institut Jambar demain. Le président de la République est attendu à Saly Portudal aux environs de 13 h. Vous l'avez dit, Khalifa Diakhaté, c'est pour procéder à l'inauguration de l'Institut Jambar, le centre de formation qui allie football et études, fête ainsi ses 10 ans. Les festivités ont débuté avec un tournoi de football remporté ce week-end par le Jaraaf de Dakar. Le club de la Médina a disposé en finale de Niary Tally. Les verts et blancs séduisants, beaucoup plus enjambés que leur adversaire du jour, c'est sans surprise que les poulains d'Abdoulaye Sarr ont dominé le club de Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie sur le score d'1-0. Réalisation signée par Ibrahima Diop à la 22e minute, une bonne préparation pour les deux entraîneurs en guise de la saison 2013-2014. Parce que c'est un début de saison, vous voyez, au plan technico-tactique, il y a encore un manque notoire de coordination entre les lignes, comme je l'avais dit, mais aussi au plan physique, le rythme manque, donc il faudrait encore compter avec les enseignements tirés de ces deux matchs pour mieux asseoir des axes de travail. Donc au-delà même du résultat, moi je me focalise encore une fois sur le contenu des matchs.
mais je crois qu'on n'a pas démérité. Il y a eu quelques erreurs dont la Jaraaf en a profité. C'est une très grande équipe. Il nous a marqué un but. Et ils ont su gérer ça. Ils ont su gérer ça durant le reste du temps. En levée de rideau, la petite finale a opposé Casa Sport à Djambar. Score final nul et vierge directement. Les deux équipes ont procédé à l'épreuve fatidique, tir au but, 3-2 en faveur du club casamassé. Résultat qui importe peu pour les deux coachs. C'était une évaluation des nouveaux, surtout des nouveaux et quelques anciens. Aujourd'hui, je dis que on se rend compte qu'on a encore du boulot à faire. Et il y a une satisfaction chez les nouveaux comme satisfaction chez les anciens. On est quatrième, on est dernier. Voilà, bon dernier parce que voilà, je pense qu'on a joué contre de bonnes équipes qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Il faut les féliciter. À nous de continuer le travail, de faire de sorte que, voilà, que la relève et ceux qui sont absents, qui vont revenir, puissent travailler, former une nouvelle dynamique. Mais bon, on n'est pas inquiet. Je pense que c'est une début de saison. On a 40 joueurs qui doivent jouer et que c'est le but de voir sur les 40 joueurs quels sont les 30 qui vont être dans le groupe pro. La première édition du tournoi entre dans le cadre des festivités des 10 ans de l'Institut Djambar de Saly. Juste après cette finale, le président de l'Institut Djambar, Saher Seck, en conférence de presse. Vous avez vu le niveau de popularité qu'il y a eu dans ce tournoi. Et je dois avouer que nous avons été nous-mêmes stupéfaits et surpris par le public sénégalais. Alors c'est vrai que les supporters avaient envie de revoir du football, mais quelque part c'est aussi, je pense, une marque de sympathie et une reconnaissance du travail qui a été accompli par Djambar depuis 10 ans. Et donc une très grande satisfaction et des remerciements vraiment très appuyés au public sénégalais et qui est en train de revenir et de recoller à son football. Ils n'ont pas réclamé un centime, se sont préparés, sont venus à leurs propres frais participer au tournoi. Et c'est ça l'amitié, c'est ça la fraternité et c'est ça les valeurs que le football doit effectivement tisser entre tous les acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est les footballeurs, les entraîneurs, les dirigeants, les spectateurs, les arbitres, la presse. Si on ne partage pas, on n'est pas en football. Ce lundi, Claude Leroy est l'invité du journal L'Observateur dans sa rubrique Face aux lecteurs. L'occasion pour l'ancien sélectionneur du Sénégal de revenir sur son parcours, mais surtout de se prononcer sur le match ô combien important pour les Lions. Sénégal-Côte d'Ivoire du 16 novembre prochain à Casablanca. Reportage Abdouaziz Khan. Retour aux sources pour Claude Leroy. Dans sa rubrique Face aux lecteurs, le journal L'Observateur a eu comme hôte l'ancien sélectionneur du Sénégal. Cela a été beaucoup question de dérouler les souvenirs du passé. La préoccupation de l'avenir proche a aussi plané, avec le match Sénégal-Côte d'Ivoire du 16 novembre prochain. Je pense que, en les attendant un petit peu, sans vouloir trop partir à l'abordage bêtement, en se disant on va tout casser d'entrée, on va marquer un but. Non, je crois qu'il faut, même dans ce genre de match, savoir être un peu patient. Pas se découvrir. Si vous vous découvrez devant un joueur comme Gervinho, il y a danger parce que c'est un avaleur d'espace. Donc si vous montez, si vous jouez très très haut contre lui, bien évidemment vous allez libérer d'espace. C'est exactement le cas d'espèce tactiquement qu'il ne faut pas libérer pour ce genre de joueur. Plus avec Didier qui, sur son jeu de corps, va pouvoir garder des ballons importants, puis donner des ballons à ses rampes de lancement qui peuvent partir en contre. Il faut être très vigilant. Claude Leroy préconise surtout aux Sénégalais d'arrêter de nourrir ce complexe d'infériorité qu'ils commencent à avoir vis-à-vis des Ivoiriens. Le pire qui pourrait leur arriver, ça serait par fébrilité, par impatience, de vouloir tout casser d'entrée, de prendre un but en contre, là qui les mettrait dans une position très compliquée. Il faut avoir comme premier objectif de se dire qu'un match c'est très très long et que 90 minutes il peut se passer beaucoup de choses et que contrairement à ce que tu veux bien dire, contrairement à ce que des soi-disant consultants français disent où le Sénégal n'a aucune chance, moi
j'ai rien contre la Côte d'Ivoire parce que j'aime beaucoup Sabri Lamouchi. Mais bien évidemment, dans un match Côte d'Ivoire-Sénégal, j'ai envie que le Sénégal se qualifie. Ça fera pas plaisir aux Ivoiriens, mais je vais pas dire que le meilleur gagne ou qu'un tel soit... Non, moi j'ai toujours eu pour habitude de dire ce que je ressentais. Le temps d'un match de football, Claude Leroy a partagé ses regrets, dont une élimination avec le Sénégal lors de la CAN à domicile en 1992 en quart de finale, mais aussi ses plus merveilleux moments, comme la découverte d'un bon continent et d'un pays en particulier, le Sénégal. Signé Abdoul Aziz Khan, toujours concernant Sénégal-Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Jeunesse et des Sports est catégorique pour Michel-Alain Lobognon. Le Sénégal n'a pas les aptitudes pour battre la Côte d'Ivoire. Il défie même les supporters sénégalais sur le plan de la mobilisation et assure que les Ivoiriens seront en nombre à Casablanca. Le 16 novembre prochain, Khalifa Diakhaté, c'est ce qu'on appelle être vraiment sûr de soi-même. C'est de bonne guerre, mais nous aussi nous pouvons déclarer, prendre les paris pour une victoire du Sénégal. Alors maintenant, Papa Abdoulader, nous faisons un tour d'horizon des championnats étrangers. La France d'abord avec le PSG vire en tête après la 10e journée. Chelsea est deuxième à 5 points du leader en Espagne. Barcelone premier compte 30e, totalise 28 points. En Italie, l'AS Rome, malgré un nul concédé après 10 victoires consécutives, domine toujours le Calcio avec 31 points. Naples est deuxième avec 28 points à égalité avec la Juventus de Turin. Après 11 tours donc pour le Calcio. Et puis en Allemagne, disait pareille performance Khalifa Diakhaté, c'était déjà en 1983. Terminons Abdoulader avec la lutte avec frappe. Mandela Wrestling Production présente lacrosse tchèque Forza Khadim Ndiaye numéro 2 pour cette saison. Des combats ficelés aujourd'hui par le manager général de la structure, Mbaye Fall, qui débute ainsi dans l'arène. Bon vent aux promoteurs. C'était là l'essentiel pour les sports. Khalifa Diakhaté. Merci Pape Abdoulader. Excellente soirée sur TFM.